Pour tous, transformation de l'industrie, les enjeux de la souveraineté des données et de l'interopérabilité. Alors, cette visioconférence, le web après les plateformes, ça a lieu dans le cadre de la 9e édition des Journées nationales de l'ingénieur, du 4 au 20 mars de cette année, 9e édition qui sont organisées par IESF, ingénieurs et scientifiques de France. Et c'est en tant que président du comité économie d'IESF que j'ai proposé de labelliser cet événement après une rencontre avec Sylvain Lebon, qui est un de nos intervenants de ce soir. Donc, bien entendu, le sujet devrait intéresser les ingénieurs et intéresser en particulier les présidents de comités des différents. Et j'avoue que je dois signaler la présence de Jacques Bongrand, qui est avec nous ce soir et qui est le coordonnateur de ces comités, qui est lui-même ingénieur sorti brillant de l'IX. La troisième révolution industrielle de 1980 a eu lieu. Elle a transformé la production et la distribution des biens et des services. Alors, ces principes et son socle technologique sont en place, il faut apprendre à s'y mouvoir. L'intrant, l'élément déterminant donc de cette troisième révolution industrielle, c'est la donnée. Alors, le cycle, le web après les plateformes, a été lancé en 2021. Il est porté par 9 organisations engagées dans une volonté de faire du numérique un bien commun. On peut citer Capdigital, Starting Blocks, Acadie et la FING. Alors en fait, il s'agit de sensibiliser les acteurs européens de l'innovation numérique, les grandes entreprises, les acteurs publics, académiques, les startups, les PME innovantes aux enjeux de cette interopérabilité. Et la transition numérique, la transition énergétique, la souveraineté et la sécurisation des données, ce sont des défis majeurs à relever, et notamment pour tous les secteurs des filières industrielles. Donc la donnée, elle est au cœur de l'industrie 4.0 et va devenir la principale source de création de valeur économique. Donc la multiplicité des compétences nécessaires pour réussir cette transition, elle nécessite une mise en réseau des parties prenantes. Or, la structure de cette mise en réseau est déterminée par celle des systèmes d'information et des choix d'infrastructures technologiques. Ces choix sont d'abord stratégiques avant d'être techniques. Et cette structuration décentralisée est aujourd'hui rendue possible grâce au Web 3. Le Web 3, c'est une nouvelle génération décentralisée du Web. Donc, reprendre le contrôle sur la donnée, mettre en interopérabilité les acteurs de la chaîne de valeur, mailler une plus grande diversité d'acteurs de toute taille et de toute nature, eh bien, ce sont les perspectives rendues possibles par le Web 3. Alors, la crise sanitaire a mis en évidence les enjeux de localisation dans lesquels la souveraineté de la donnée est stratégique. L'interopérabilité, c'est la capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées. Donc, cette visioconférence d'aujourd'hui, de ce soir, a l'ambition d'explorer ces enjeux au travers de 2 cas d'usage dans les secteurs de l'énergie et du spatial. Donc, après avoir fait cette ouverture, je vais vous présenter les différents intervenants. Et tout d'abord, Odile Chagny, qui est économiste, spécialiste de l'économie des plateformes et du secteur automobile, qui est co-animatrice des réseaux Sharer Workers et co-auteur d'un livre qui s'appelle « Désubériser, reprendre le contrôle ». C'est vous dire qu'elle est parfaitement compétente pour mener les débats de ce soir. Alors, nous écouterons Sylvain Lebon, qui est dirigeant et fondateur de Starting Blocks et spécialiste de l'évolution du web. Et également Éric Bureau, qui est président de Cowatt et animateur du réseau Énergie Partagée. Enfin, Emmanuel Mondon, qui est consultant spécialisé en données géospatiales et dirigeant et fondateur de Space Cooperative Europe SCE. Ma chère Odile, je te donne la parole. Alors, merci beaucoup, mais en fait, je vais du coup
la passer de suite à nos intervenants. Par contre, je demanderais juste à Édouard, merci beaucoup, de fermer ton micro. Donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de prendre 2 temps de discussion. Donc, il y a déjà d'ailleurs une question qui a été posée dans le chat. Si quelqu'un veut, lors de son intervention, répondre par Eric Bourrelli, donc je pense que vous l'avez vu. Ce qu'on vous propose, c'est Sylvain, Eric, Emmanuel, de prendre un premier temps pour présenter du côté de Sylvain les enjeux et le concept d'interopérabilité d'une façon un peu générale depuis ton point de vue qui est celui de Starting Blocks, et puis à Eric et Emmanuel de présenter votre activité et comment vous utilisez l'interopérabilité. Donc, on prend ce premier temps de discussion avec après un temps d'échange avec ceux qui souhaitent effectivement poser des questions, enfin, en gros, voilà, interroger votre propre activité, et puis un second temps qui sera plus prospectif sur la façon dont on peut amener ces enjeux d'interopérabilité de façon plus générale sur l'avenir de votre industrie et d'une façon un peu plus générale sur les perspectives qu'on peut envisager. Vous n'êtes pas, et si vous souhaitez effectivement faire état aussi des débats sur les différentes pistes législatives à l'échelle européenne qui nous occupent un petit peu tous les jours, qui effectivement ne s'en est pas sur l'agenda digital européen, donc n'hésitez pas. Donc je propose, Sylvain, que tu prennes un premier temps de parole pour effectivement nous parler de ta façon effectivement de voir les enjeux de l'interopérabilité. La parole est à toi. Merci Odile. Je vais partager une présentation. Ça marche, ça, oui. Vous la voyez. Oui, tant mieux, ça marche automatique. Je n'ai pas besoin d'autoriser l'écran partagé. Parfait. Super. Donc voilà, effectivement, moi je suis Sylvain, je suis le cofondateur de Starting Blocks. Starting Blocks, on est spécialisé dans les nouvelles architectures web et les enjeux de données et de nouveaux standards autour des données pour notamment l'interopérabilité. C'est ce que je vais vous expliquer là tout de suite. Le constat de départ, c'est qu'il y a un problème sur le web, un problème qui est lié à beaucoup de plateformes. Il y a quelques titres là de presse qui apparaissent, mais en fait aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir un journal quasiment sans avoir un titre sur un scandale d'une plateforme, que ce soit Google, Uber, Facebook, Amazon, WhatsApp, TikTok ou les autres. Et ces problèmes, en fait, ils sont liés à la situation de monopole dans laquelle se trouvent les plateformes. Et ces monopoles sont liés à l'absence d'interopérabilité qu'il y a sur les données et qui empêchent d'autres acteurs de rentrer sur le marché et d'interagir avec les utilisateurs qui sont de fait captifs des plateformes. Donc, pour vous expliquer rapidement, si je vous envoie un SMS, je n'ai pas besoin de vous demander à l'avance la marque de votre téléphone ou l'opérateur téléphonique que vous avez choisi. Je mets le numéro dans mon téléphone et j'envoie le SMS et le message arrive sur le téléphone de mon correspondant. Et ce qui marche bien pour les SMS, bizarrement, ça ne marche plus quand on utilise une plateforme de messagerie. Et donc, si je suis sur WhatsApp, je ne peux pas vous envoyer un message sur Slack ou sur Telegram parce que ces réseaux sont complètement fermés les uns aux autres. Et de manière plus générale sur le web, les plateformes sont séparées les unes des autres. Si j'ai une playlist sur Deezer, je ne peux pas l'écouter sur Spotify, mais si je poste un message sur un réseau social, il n'apparaît pas sur les autres. Si je poste une petite annonce, si je décris un produit, si je cherche à vendre un produit, etc., tout ça reste toujours enfermé dans la plateforme dans laquelle j'ai mis les données. Et je ne peux pas interagir avec d'autres utilisateurs. Et en fait, cette situation, elle ressemble beaucoup à ce qu'il y avait au début du monde de l'électricité. Au départ, on avait, dans une entreprise, on mettait un générateur et puis on plaçait de la lumière et des machines et on faisait un réseau électrique pour l'entreprise. Et la révolution, elle est arrivée le jour où on a inventé la prise électrique et qu'on a commencé à mettre en commun tous les producteurs d'électricité et faire interagir des consommateurs, donc des appareils qui consomment de l'électricité avec les réseaux électriques. Et on pouvait brancher, enfin aujourd'hui, on peut brancher n'importe quel appareil électrique dans n'importe quel réseau à travers une prise. Et parce que cette prise, elle est complètement normalisée, on sait exactement la forme qu'elle a et la nature du courant qui passe par cette prise, on peut brancher n'importe quel appareil dans n'importe quel système électrique. Et donc, cette prise électrique, elle apporte à la fois
de l'interopérabilité, puisque tous les appareils deviennent compatibles avec tous les systèmes électriques, et elle apporte de la modularité, ce qui permet aujourd'hui de fabriquer des cafetières en série ou des réfrigérateurs en série, parce que les fabricants de cafetières n'ont pas à se poser la question de d'où vient l'électricité, comment elle est produite, comment elle arrive jusqu'à ma cafetière. Il y a une prise électrique, je branche ma cafetière, elle fonctionne. Et c'est le même mécanisme qui est en train de se passer sur le web. Donc là, il y a une photo de Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, qui travaille sur ces questions depuis bientôt une trentaine d'années. Et ce à quoi ces travaux ont abouti, c'est l'équivalent d'une prise de données, qui serait l'équivalent de notre prise électrique, dans laquelle on peut brancher n'importe quelle application. Et ça transforme complètement la nature du web, puisqu'au lieu d'avoir des systèmes d'information qui sont fermés les uns aux autres et qui doivent être conçus de manière monolithique, on se retrouve avec un web et du coup des systèmes d'information qui sont beaucoup plus interopérables et modulaires. Pour présenter ça de manière assez simplifiée, aujourd'hui sur le web, on a des serveurs web qui génèrent des pages web et ces pages web sont lues par les navigateurs et donc par les clients. Et donc là, on voit bien qu'on a bien un système d'information qui est monolithique et qui traite l'intégralité de la génération de la donnée et de la consommation de la donnée. Ce que changent les nouveaux standards du web sur lesquels nous on travaille avec Tim Berners-Lee, avec tout un écosystème de personnes qui travaillent sur l'évolution du web, c'est que les consommateurs de données peuvent être branchés aux producteurs de données. Et donc, on a une infrastructure qui est en fait le web et qui permet aux données d'être stockées un peu partout dans n'importe quel serveur, dans n'importe quel producteur de données, si on veut reprendre la métaphore, et accessible à n'importe quelle application. Et donc, ça fait que toutes les applications peuvent se parler entre elles, toutes les applications peuvent accéder à toutes les données auxquelles elles ont accès sur le web, et on a plus cet effet silo qui est aujourd'hui ce qu'on connaît sur le web. Nous, sur Starting Blocks, on pousse la logique encore plus loin et on rajoute la notion de modularité. Et de la même manière qu'on a dans le système électrique des gens qui fabriquent des cafetières en série et des réfrigérateurs en série, nous, ce qu'on propose, c'est de faire des fonctionnalités comme des annuaires, des cartes, des chats, des fonctionnalités qui sont utilisées dans des systèmes d'information et de les faire en série, c'est-à-dire que c'est la même fonctionnalité d'annuaire qui va pouvoir être utilisée par plein de systèmes d'information différents en étant plug and play, enfin en étant branchable sur le système de données de la même manière qu'on branche une cafetière sur un système électrique. Et donc nous, c'est ça la vision qu'on propose, c'est de distribuer des fonctionnalités un peu en série qui permettent de faire des systèmes d'information très rapidement et très simplement et de mettre en œuvre cette interopérabilité entre les systèmes avec donc des différents usages. Et donc Eric et Emmanuel vont nous présenter là des usages qu'eux, ils en font. Merci Sylvain. Peut-être avant de donner la parole à Emmanuel et Eric, j'ai presque envie de te dire, qu'est-ce que tu réponds à la question qui a été posée dans le chat sur les enjeux de souveraineté? Donc, je te la rappelle, c'est les enjeux de souveraineté des données. Pour moi, c'était du juridique comme la dernière fois avec une pile. Est-ce le cas? Donc, qu'est-ce que… Voilà. Il y a un très gros enjeu juridique, c'est-à-dire que la prise électrique, elle existe notamment parce qu'à un moment, l'État, ou en l'occurrence la Commission européenne, dans notre cas, elle a dit les prises électriques en Europe, elles ont toutes la même forme, elles ont exactement la même forme, et le courant qui passe dedans a la même forme également. Et du coup, il y a un enjeu assez fort du régulateur de pousser vers des standards. Après, l'enjeu, il n'est pas que juridique, il est aussi industriel, il est aussi technique, il est aussi stratégique, il est aussi politique. Enfin, il y a tous ces enjeux-là qui se rejoignent pour créer un système. C'est la même chose que pour le système électrique d'ailleurs. Hein. Il faut que tout ça soit aligné pour que l'électricité soit compatible dans tous les systèmes électriques. Ok, merci Sylvain. Je propose que de toute manière, on prendra un temps de discussion de toute manière après les premières, après les interventions. Donc, je propose que effectivement, Eric ou Emmanuel, Eric, voilà, vous preniez la parole pour présenter votre propre cas d'usage dans l'énergie. Merci.
Bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, Énergie partagée, c'est un réseau d'acteurs qui souhaitent décentraliser la production d'énergie avec les énergies renouvelables et aussi décentraliser la gouvernance de l'énergie par la création de coopératives locales ou de sociétés citoyennes locales qui vont inclure des citoyens, donc des habitants locaux et des collectivités au sein de sociétés qui vont ensuite mettre en route des moyens de production qui soient photovoltaïques, éoliens, hydrauliques ou méthanisation, chaleur, etc. Donc, ce réseau, il a deux ambitions. Donc, le fait de relocaliser l'énergie, mais aussi le fait de sensibiliser à l'énergie et à la non-consommation d'énergie pour une grosse part de ses activités. Et donc, dans ce réseau, on a un fort besoin de partage. On est vraiment sur des logiques de commun, de connaissances très ouvertes. Donc, on a besoin de mettre les gens en interconnaissance, de leur permettre de se parler entre eux et de se retrouver autour de besoins similaires et d'expériences similaires. Donc, partage de retour d'expérience et co-création de savoir et ensuite, du coup, formation. C'est notre rôle, notamment dans l'association Énergie Partagée, de repérer ces innovations, d'aider les porteurs de projets à les défricher et ensuite de les dupliquer, de les essaimer. Voilà, en quelques mots sur Énergie Partagée. Ensuite, nous, le partage de données, il est arrivé sur un besoin de mettre en visibilité les projets de nos membres. Donc, on a énormément de coopératives en France qui se sont lancées dans la production d'énergie. Donc, vous voyez là à peu près la carte française actuellement des projets. Et on a une carte et on a une base de données qui va nous indiquer voilà, quels sont les types de projets, les technologies, les puissances, tout un tas de détails sur les projets. On a aussi des informations qui ne sont pas publiées, notamment sur des détails d'investissement, mais qui nous permettent, nous, de faire des stats et de comprendre en fait, le milieu actuel. Donc voilà, on a cette carte qui existe aujourd'hui, qui est technologiquement assez ancienne et qui ne fonctionne plus forcément très bien. Et on a un deuxième besoin qui est arrivé, c'est, donc là, vous voyez juste voilà, possibilité pour nos membres de venir eux-mêmes saisir les données. C'est pas nous, l'équipe Énergie Partagée, qui faisons toute cette saisie. C'est ça qui est important chez nous, c'est que ce sont directement nos membres qui viennent saisir la donnée. Donc nous, on anime ce travail, mais on ne crée pas la donnée directement. Et donc, comme c'est nos membres qui viennent fournir la donnée, il faut aussi qu'ils puissent y avoir accès et la réutiliser ailleurs. Et ce qui est pour l'instant pas possible. Et on a un troisième acteur qui arrive, qui est Amorce. Donc, c'est une association qui regroupe pour le coup des collectivités sur les sujets de l'eau, des déchets et de l'énergie, et qui, comme nous, avait un besoin de montrer la puissance, la puissance des projets d'énergie des collectivités. Et donc, ils avaient un besoin de carte et nous, on avait besoin de faire évoluer notre carte. Donc, on s'est regroupés et on a fait appel à Startingbox pour nous aider à créer deux cartographies, mais qui puissent discuter entre elles très facilement pour deux raisons principales. L'une, c'est de pouvoir montrer sur des mêmes cartes l'ensemble des projets qui soient collectivités et citoyens, et surtout de faciliter la vie à ceux aux projets qui sont à la fois portés par des citoyens et à la fois portés par des collectivités. Dans ces types de projets, on va avoir par exemple le groupe citoyen qui va créer le projet en ligne, qui va indiquer toute une partie des données, et ensuite la collectivité, le chargé de mission par exemple, va pouvoir venir s'inscrire sur le projet et venir compléter les données plutôt que de tout ressaisir de zéro. Et si l'un des deux met à jour la donnée, forcément, elle sera à jour pour tout le monde puisqu'elle est stockée une seule fois grâce au principe d'interopérabilité qu'on peut mettre en place avec Startingbox. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on est arrivé sur cette logique d'interopérabilité. Alors, nous, on ne savait pas du tout ce que c'était, donc on s'est fait accompagner par Startingbox pour apprendre. Enfin, nous, on avait en tête la finalité. Notre finalité, on ne savait pas vraiment comment c'était possible. Et donc, on est en train de développer cette carte. Donc, nous, on a eu un premier projet dans Énergie Partagée pour lister une partie de nos membres qui nous a permis de construire une première partie de la base de données. Et là, on va implémenter du coup toute la base de données, le site de production et qu'on va partager ensuite avec Amorce. Voilà en quelques mots pour l'usage. Et on pourra revenir ensuite peut-être sur les usages sur lesquels on ne travaille pas encore, mais qu'on peut prévoir dans le monde de l'énergie pour la suite. Oui, merci beaucoup Eric. Je pense que ça donne une idée
finalement de la façon dont l'interopérabilité a rendu possible un maillage d'acteurs tout à la fois des collectivités et de l'énergie qui n'aurait pas été possible sans justement cette mise en réseau qui est permise par l'interopérabilité et l'accompagnement que vous avez eu, donc du coup des outils proposés par Starting Blocks. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aviez finalement, en gros, réfléchi à d'autres solutions techniques ou technologiques, et comment est-ce que vous aviez finalement, tout à la fois le projet s'est construit en ayant conscience des potentialités que vous auriez avec l'interopérabilité, et comment est-ce que finalement ça a été un levier qui l'a rendu, en gros, qui l'a façonné aussi. C'est-à-dire que je pense que vous aviez un questionnement, une volonté initiale, et en quoi finalement l'interopérabilité vous a aidé, vous, à affiner et à rendre possible ce que vous aviez en tête initialement dans votre projet. Oui, alors du coup, nos réseaux, c'est vraiment, composent un grand nombre de personnes. Donc forcément, même au sein de notre réseau, on n'avait pas tous la même idée du projet initialement. Certains avaient pour idée que la donnée qu'on collecte côté énergie partagée, elle allait finir par avoir une certaine valeur et qu'on pourrait peut-être la commercialiser, cette donnée. Commercialiser des statistiques pour une région qui aurait besoin de mesurer la performance de ces aides publiques, voir si 1 euro investi d'une région allait vraiment générer combien d'énergie, pouvoir comparer entre régions, etc. Donc, on se disait que peut-être cette donnée, finalement, qu'on collecte tous les jours à des fins plutôt de communication et de plaidoyer, pourrait aussi avoir une valeur pour d'autres acteurs qui nous permettraient de continuer à animer ce service. Donc ça, c'était une des approches. Il y avait un peu la même approche chez Amorce, et dans les réseaux, on était aussi plusieurs à se dire, finalement, on ne croit pas beaucoup à notre capacité à monétiser cette donnée. Par contre, on croit beaucoup plus au fait de pouvoir la partager et de l'exploiter nous-mêmes pour générer de la valeur sur d'autres services. Donc, c'est un peu ce constat que nous, on avait. Alors, peut-être que là, je le dis avec des mots parce qu'on a travaillé sur le sujet à l'époque. Je pense qu'on était beaucoup plus flou dans ces notions-là. On n'était pas encore aussi précis. Mais voilà, on avait ces deux cas côté énergie partagée et Amorce, et on avait bien nos bases de données, chacun dans notre coin, qui existaient totalement indépendamment. Et donc, on avait toute une partie, là, ce qu'on va pouvoir voir en vert, les données notamment publiques des projets, avec un nom, un lieu, une photo, enfin, toute une série de champs qu'on avait chacun 2 fois dans nos bases. Et donc, l'idée qu'on avait, mais on ne savait pas vraiment techniquement comment le faire, donc on pensait plutôt en fait s'envoyer les informations les uns les autres, et puis on aurait dupliqué 2 fois l'information, avec un risque qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui ne soient pas à jour. Donc, c'était un peu la première approche qu'on en avait. L'idée, ensuite, avec Starting Blocks, qui est venue, c'est de pouvoir tout héberger. Alors là, chez Starting Blocks, mais on pourrait l'héberger ailleurs potentiellement demain, de pouvoir héberger toutes nos données au même endroit. Donc, un projet qui a été créé par un membre d'énergie partagée ou par un membre d'Amorce va se retrouver sur la même plateforme. Ce qui fait que déjà, les données publiques, on peut beaucoup plus facilement les exploiter les uns les autres. Et ce qui va un tout petit peu plus loin, c'est que un projet qui aurait été créé par un membre d'énergie partagée, un membre d'Amorce va pouvoir venir s'y inscrire, et il va être autorisé par le créateur initial du projet à venir modifier, compléter les données. Et donc là, on voit vraiment la synergie qui se met en place et la grande efficacité en termes de collecte et d'animation de la donnée. On ne va pas être obligé de venir solliciter 15 fois les mêmes porteurs de projets sur des plateformes différentes pour mettre à jour cette donnée. On va la centraliser et ensuite, on pourra y donner accès à d'autres partenaires. Alors, il y a une question. Merci beaucoup, Eric. Je pense qu'effectivement, c'est très clair sur le processus, en tout cas, de création de valeur au travers du partage qui est permis. Il y a une question qui est posée dans le chat par Vincent sur l'ampleur du marché de data exchange en France et dans l'Union européenne, sur le volume ou les secteurs. Alors moi, je ne sais pas, j'ai en tête les estimations qui sont données dans le cadre des documents de la Commission européenne sur le Data Act ou le Data Governance Act. On est de mémoire plutôt autour de 2,8 points de PIB, mais c'est tout confondu, quoi. Donc moi, j'ai pas en tête de chiffres particuliers sur ce qui relève du data exchange. Est-ce que vous avez, vous, Eric, une idée?
Absolument pas. Pour l'instant, nous, on traite, je pense, en plus, un tout petit volume de données sur un secteur très précis. Donc, on n'est pas encore à ce stade, nous, sur des données de type industriel. Et en fait, nous, c'est ce premier pas qui est beaucoup plus du coup sur du partage d'informations, de projets, mais de présentation de projets. C'est un premier pas pour nous qui nous amène du coup à réfléchir désormais très différemment notre approche de la data. Mais on est pour l'instant, je pense, à un niveau assez superficiel des capacités du solide. Et alors, peut-être, Vincent, est-ce que du coup, vous êtes OK avec le fait qu'on passe la parole à Emmanuel et puis on reprendra votre question à la fin, comme ça, du coup, Emmanuel pourra y répondre aussi. OK, super. Donc, Emmanuel, je vous laisse la parole. Et du coup, vous pouvez faire votre présentation et partager votre écran. Voilà. Bon, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je peux peut-être répondre maintenant. J'ai partagé mon écran. OK, super. Voilà les chiffres que j'ai. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Allô? Donc, des chiffres projetés pour 2025 en termes d'augmentation du volume de données, de valeur économique. C'était 301 milliards en 2018, ça serait 829 milliards en 2025. Voilà, c'était 5,7 millions de personnes en 2018. On parle de l'économie de la donnée, et 10,9 millions en 2025. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? En tout cas, ce sont les chiffres que j'ai. OK, super. Merci beaucoup, Emmanuel. Effectivement, je pense que ça cale bien les ordres de grandeur, y compris les projections assez impressionnantes qu'il y a avec. Avec une petite note, l'auditeur parlait de data exchange. Je préfère parler de partage de données, data sharing en anglais. Quelle est la différence? Data exchange, j'ai des données, je vais les communiquer à Odile de façon gratuite ou payante, mais c'est du one-to-one, point à point. Data sharing, j'ai des données, mais vous avez toutes et tous des données, et nous pouvons décider de les mettre en commun, tel que Eric l'a parfaitement illustré, grâce à l'interopérabilité des données, avec des spécifications ouvertes comme Solid, de façon à créer une valeur ajoutée supérieure. Et ma donnée, je vais accepter de la partager avec les vôtres, et tout comme vous, vous allez accepter de la partager, vos données, avec moi, parce qu'on est tous convaincus qu'on va obtenir chacun une valeur ajoutée supérieure au fait qu'on s'occupe que de nos données en point à point. Voilà. Donc, je préfère de loin parler de data sharing, partage de données, que de data exchange. Alors, question maintenant. J'entends des petits bruits, hein? Cercle concentrique. Allô? Parfait. Oui, on voit la présentation. Allez-y, Emmanuel. Hein, tout est bon sur le côté, sur le plan visuel. Donc, comme dit par Christophe, je suis cofondateur d'un animal très particulier qui s'appelle Space Cooperative Europe, SCE. Et SCE, c'est le type d'entité légale qui veut dire Société Coopérative Européenne. C'est une des 3 entités légales européennes. Et cette société est la première coopérative dédiée au spatial. Nous l'avons cofondée le 20 novembre 2020 avec 8 autres cofondateurs et j'en suis un des 2 dirigeants. Cette société
a pour but d'apporter de la valeur ajoutée à ces porteurs de parts, à ces sociétaires. La valeur ajoutée, elle peut être de multiples manières. Elle peut être en apportant du revenu supplémentaire, du chiffre d'affaires supplémentaire. Elle peut être également en apportant une valeur ajoutée non monétaire qui peut être d'augmenter son réseau, de générer des idées entre différents partenaires de façon à créer des produits, des services, des projets en commun. Voilà. Dans ce contexte-là, nous avons, dès le début, dès le 4e trimestre 2020, créé une plateforme communautaire que vous voyez dans le rond bleu, le second rond bleu, là, plateforme communautaire SCE carré. Donc SCE carré, c'est pour Space Cooperative Europe, SCE. Donc là, c'est une plateforme que nous avons développée en commun avec Starting Block. Starting Block était d'ailleurs un des cofondateurs de Space Cooperative Europe, de façon à permettre à qui veut de rejoindre une communauté intéressée par les problématiques spatiales, puisque, comme notre nom l'indique, on adresse l'ensemble des différentes thématiques spatiales, que ce soit l'observation de la Terre, la navigation, les télécoms, les lanceurs, l'exploration, les expériences à bord d'ISS, le hardware dans l'espace ou les services à valeur ajoutée sur Terre. Et donc, simplement en allant sur notre page internet, vous pouvez déclarer votre intérêt et rejoindre cette plateforme communautaire de façon à pouvoir interagir avec d'autres personnes qui ont des centres d'intérêt communs. Et dans les quelques questions qu'on pose pour vous enregistrer, on demande quel est votre centre d'intérêt principal de façon à pouvoir vous mettre en contact directement avec l'une ou l'autre personne qui a le même centre d'intérêt. Donc ça, c'est le premier niveau, la plateforme communautaire de SCE carré. Grâce à cette première expérience, encore une fois, qui a 18 mois d'expérience, hein, on a développé des plateformes communautaires thématiques. Donc là, ce n'est pas seulement une communauté autour de la société, mais ce sont plusieurs communautés sur des thématiques différentes. Et ce n'est pas forcément nous qui portons ces plateformes, ça peut être des clients et des partenaires. Donc, une plateforme liée à l'agriculture, une plateforme liée au financement des activités spatiales, une plateforme liée à la santé et en quoi les activités spatiales peuvent aider à la santé. En fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais le spatial est partout dans notre vie. Quotidiennement, nous utilisons des technologies, des données qui viennent de l'une ou l'autre activité spatiale. Alors, ces plateformes telles que Sylvain l'a expliqué, on aurait tout à fait pu les faire de façon classique, mais on aurait eu les plus grandes mal du monde à les relier entre elles. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est de s'appuyer sur l'interopérabilité de façon à ce que ces différentes plateformes thématiques souhaitent être reliées les unes avec les autres. Et je vous donne un exemple qu'on est en train de mettre en place. Vous avez là à l'écran 4 plateformes. Alors, je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste du marketing. Vous avez vu des planches superbement léchées de par Starting Block et d'Eric. Moi, mes planches sont très vilaines d'un point de vue look, mais j'espère qu'elles permettent de comprendre le principe des différentes plateformes thématiques et de l'interopérabilité de celles-ci. Donc, j'ai parlé de la plateforme de la coopérative. On a aujourd'hui 160 personnes qui sont inscrites
et qui interagissent au quotidien en fonction de leur centre d'intérêt. Cette plateforme-là nous a permis de développer 3 autres plateformes. Une plateforme centrée sur l'agriculture et l'alimentation dans le cadre d'expériences à bord de l'ISS, un projet qu'on mène pour le compte de l'Agence spatiale européenne, dans le cadre d'un programme qui s'appelle BSGN, Business and Space Growth Network. Une deuxième plateforme, et en fait c'est un ensemble de plateformes pour des incubateurs de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle des BIC, Business Incubation Center. Donc dans une vingtaine de pays en Europe, vous avez une ou plusieurs entités d'incubation de projets liés au spatial. Chaque entité souhaite avoir sa plateforme, mais souhaite aussi avoir une consolidation au niveau européen de façon à pouvoir accéder à un certain nombre d'interlocuteurs de manière cohérente et afin de faire masse. Et enfin, la dernière plateforme verte est liée au financement et à l'assurance des activités spatiales. Donc vous voyez, ces 3 plateformes thématiques n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Sauf que pour certains membres de ces plateformes, de temps en temps à l'une ou à l'autre. Je prends un exemple concret. Une start-up incubée aux Pays-Bas par le Business Incubation Center de l'ESA aux Pays-Bas, qui s'appelle HBIC Norway, a un projet d'expérience à faire à bord de l'ISS dans le domaine de l'agriculture. Cette start-up va pouvoir soumettre son idée à l'accélérateur dédié, plutôt que de devoir s'inscrire à la plateforme aux Pays-Bas et à la deuxième plateforme agricole. Eh bien, en fait, il va simplement demander à se connecter à la deuxième plateforme agricole. D'accord? Donc, ces données seront saisies une fois et il demandera à se connecter à la deuxième plateforme et la deuxième plateforme accédera à ces données qui ont été saisies une seule fois. Attends, excusez-moi, Emmanuel, est-ce que David, il y a votre micro qui est ouvert, et Christophe, je pense que vous pouvez sans problème couper les micros, si vous êtes l'organisateur de la… Je ne sais pas si je peux… En principe, non, si… je crois qu'il faut mieux… Non, à partir du moment où c'est une administration déléguée, par automatisme, je ne le pense pas. Bon, moi, donc j'invite les gens pour les effets qu'on vient d'entendre, de notre ami David, qui est néanmoins sympathique et un très bon journaliste, mais on le voit, voilà. Il a coupé vous l'avez coupé votre micro, David? Allô, David? Je vais l'appeler. Bon, pardonnez-moi, Emmanuel, allez-y. Allez-y, je l'appelle. Ça y est, il a coupé, il a coupé. Donc, je termine. Cette société aux Pays-Bas qui a un projet d'expérience à faire à bord de l'ISS pourra partager ses données et son idée sur la plateforme dédiée aux expérimentations à faire à bord de l'ISS. Et si cette société souhaite faire financer cette idée, eh bien, de la même manière, elle pourra accéder à la plateforme communautaire centrée sur la finance de façon à cofinancer cette idée-là. Voilà. Et même principe, elle va simplement demander à la plateforme SFIH de pouvoir accéder à celle-ci et partager ses données sans devoir ressaisir ou répliquer les différents éléments qui avaient déjà été saisis pour entrer sur la première plateforme. Voilà, je m'arrête là à ce stade et je réponds à toutes les questions. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, il y a déjà une question sur le chat. Peut-être que vous pouvez la poser, vous voulez la poser directement, Jonathan, parce que, prenez la parole et exprimez-la à l'oral si vous voulez, sur le lien avec le domaine spatial et l'esprit. Ok. Alors, du coup, je vais la lire.
Donc la question, c'est ces plateformes sont-elles également liées aux infrastructures de recherche du domaine spatial de l'ESFRI, par exemple? Alors, je pense que la question s'adresse à moi. Oui, je pense, oui. Je connais le SFRI. Je ne connais pas une plateforme communautaire qui serait opérée par le SFRI, mais c'est peut-être par manque de connaissances de mon côté. Il faut distinguer les infrastructures de recherche, qui sont des outils techniques et technologiques. Là, ce que j'ai présenté, ce ne sont pas des infrastructures de recherche. Ce sont des plateformes communautaires permettant de mettre des personnes en relation. Donc, c'est complémentaire. Ça ne remplace pas les infrastructures de recherche d'un quelconque domaine. Maintenant, je serais ravi de discuter avec l'un de nos autres responsables côté ESFRI, de voir comment on pourrait, alors nous-mêmes, mais sans doute plutôt Starting Block, travailler à mettre en place une plateforme communautaire au niveau de l'ESFRI. Ok, merci Manuel. Donc j'ouvre un peu le champ des questions. Si effectivement, dans ceux qui sont présents, vous avez des questions précises sur voilà, les activités et la façon dont finalement le partage des données via l'interopérabilité a été un élément de création de valeur pour les écosystèmes qui vous ont été présentés. N'hésitez pas à prendre la parole maintenant. Oui, Sinon, je me permets d'ajouter, n'hésitez pas en présentiel, c'est-à-dire en fait, vous coupez votre micro, vous rebranchez votre micro, plutôt, ne le faites pas uniquement par le chat, quoi, qu'on lance un peu le débat qui est très intéressant. En tout cas, félicitations aux intervenants parce que c'est une grande clarté alors que le sujet est quand même assez technique. Et bravo à Odile qui anime ça très, très bien. Donc, on peut solliciter les gens, là, je vois François Fulconis. Est-ce que vous voulez prendre un peu la parole? Jacques Bongrand, je peux dire quelques mots? Ou Jacques, évidemment. Si vous permettez. Hein. De droit, de droit. Je voudrais dire, premièrement, je ne suis pas spécialiste du secteur, donc j'ai écouté, je ne suis pas sûr. Enfin, j'ai trouvé des choses intéressantes sans être certain d'avoir parfaitement compris. Je voudrais dire que dans ce que j'ai écouté, alors merci à tous les intervenants, j'ai trouvé assez finalement intéressante et éclairante la comparaison avec les prises électriques, parce que je pense que le problème, c'est un petit peu ça, effectivement, c'est ce problème d'interopérabilité, premier point. Deuxièmement, personnellement, je considère que ce problème d'autonomie et de non-dépendance vis-à-vis de Amazon, Google et autres est certainement un problème essentiel de sécurité, en particulier dans le domaine de défense qui m'intéresse. Donc, le sujet me paraît très important. Alors, une fois qu'on a dit ça, je voudrais dire que dans ce que vous avez dit, alors j'ai deux remarques et ensuite une question que je poserai à Emmanuel Mondon. Les deux remarques dans ce qui a été dit, est-ce que les problèmes d'interopérabilité ne viennent pas d'un problème initial qui est le problème du financement? Parce que, comme ça a été dit, est-ce que celui qui organise le système, l'échange, qui fournit les serveurs, a besoin d'un modèle économique? Et alors, je crois que ça a été dit peut-être par Eric Bureau, il y a deux solutions possibles, ou alors celui qui fournit l'interopérabilité et puis les moyens d'échange se fait payer, il commercialise d'une façon ou d'une autre pour la publicité, ou bien ce sont les partenaires qui payent parce qu'ils y trouvent un intérêt commun. Mais est-ce que le problème de l'interopérabilité ne repose pas sur la question au départ qui va faire, qui va financer? Deuxièmement, est-ce qu'une autre difficulté, alors j'ai noté ça dans l'expérience l'exemple de la start-up des Pays-Bas, est-ce qu'on ne complique pas le système uniquement pour se simplifier la vie? Est-ce que finalement, moi j'ai cru comprendre que la start-up, elle cherchait à pas transférer ses données dans deux endroits différents, mais à le faire directement. Et finalement, c'est ce service qu'on lui offre, mais est-ce que finalement, en fin de compte, ces services ponctuels qui simplifient ponctuellement la vie ne créent pas un environnement très complexe? Donc,
J'en viens peut-être à ma question. Excusez-moi si j'étais embarrassé. J'ai essayé de dire un petit peu ce que j'avais retenu Pas du tout, c'est parfait, c'est très de vos exposés. Est-ce que effectivement le problème n'est pas qu'aujourd'hui il y a un foisonnement d'initiatives qui est très favorable à l'innovation, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une forme de centralisation comme dans un circuit électrique, comme dans le circuit électrique? Est-ce qu'à un certain stade, il ne va pas falloir ce type de centralisation qui, à mon avis, pourrait être au niveau européen parce que ça dépasse le niveau national si on veut être, encore une fois, indépendant des agents américains, et des géants américains. Et c'est là que j'en viens à ma question, Emma Delemondon. J'ai relevé quelque chose qui m'a paru très intéressant, mais qui m'a intrigué, donc si vous pouvez expliquer un peu. J'ai noté, effectivement, je comprends bien que les Américains, c'est business-centric, que la Chine, c'est state-centric, je comprends bien. Et alors, d'ailleurs, je me suis demandé, est-ce que finalement, il ne faudrait pas une sorte de state-centric, mais avec un État honnête, un petit peu comme pour les réseaux électriques. Mais alors, vous dites, l'Europe, c'est value-centric, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le modèle européen? Est-ce que vous avez une manière de le représenter? Si vous l'avez, ça, je serais très intéressé par opposition avec, encore une fois, le modèle commercial qu'on voit bien des GAFAM, et puis le modèle chinois qu'on voit bien aussi. Merci. Alors, juste avant de vous donner juste avant de donner la parole aux uns et aux autres, je relève une des questions du chat, donc de Vincent, qui est quelles sont les grandes fonctionnalités utilisées, API, machine learning, etc. On a déjà beaucoup de questions de Jacques Bongrand, on ne peut pas les traiter avant Non, je les mets toutes au pot, comme ça vous pourrez les uns et les autres y répondre à votre convenance. Donc, je pense que vous pouvez tous les trois avoir des éléments de réponse. Emmanuel, vous avez été interpellé directement, donc je propose que vous preniez la parole le premier. Et puis effectivement, Sylvain, Eric, allez-y. Alors, Emmanuel. Allô? Il n'entend pas? Il est déconnecté peut-être? Je ne sais pas, Emmanuel. Emmanuel? Oui, ça y est. Allô? Intervenant déconnecté, c'est emmerdant. On va passer. Emmanuel, vous nous entendez? Voilà, on vous voit à l'écran. Allô? Je suis revenu. Oui, c'est bon, allez-y, c'est bon. C'est une technique, c'est quand on pose une question, je disparais. Ah oui. Je suis certain de ne pas répondre. D'accord. Alors, il y avait plusieurs questions. Et je vais d'ailleurs en profiter pour répondre aussi à une question du chat. Qui sont les opérateurs et quel est le financement? Alors, qui sont les opérateurs? Ça dépend de la plateforme communautaire. Donc, par exemple, vous voyez mon écran? Oui, ça marche? Oui. La plateforme communautaire de la coopérative, l'opérateur, c'est la coopérative elle-même. D'accord? La plateforme communautaire de l'accélérateur agriculture et alimentation, c'est aussi la coopérative, mais dans un contexte projet. Et l'animateur communautaire n'est pas quelqu'un de la coopérative, mais un membre du consortium. La plateforme communautaire liée dédiée à chaque Business Incubation Center, c'est chaque Business Incubation Center qui l'anime et qui l'opère. Donc, ça dépend vraiment de quelle plateforme nous parlons. Maintenant, le modèle économique. Alors là, c'est très, très intéressant. On a choisi de s'appuyer sur l'expertise et les technologies de Starting Block. D'une part, il y a beaucoup de bruit en fond. Là. Encore un problème de micro. Enfin bref, de toute façon. Allez-y, continuez. D'une part, Starting Block est cofondateur de la coopérative et comme je l'ai évoqué, une des raisons d'être de la coopérative, c'est d'apporter du chiffre d'affaires supplémentaire à nos coopérateurs, mais également, et je ne crois pas que Sylvain l'ait mentionné, Starting Blocks s'appuie sur
une licence open source. Donc, tous les développements qui sont faits par Starting Block sont payés par quelqu'un. Il n'y a pas de mystère. Ce n'est pas parce que c'est open source que c'est gratuit. Par contre, l'ensemble des clients de Starting Block en bénéficient. Donc, par exemple, quand nous, on demande une évolution pour notre plateforme communautaire de la coopérative, ben, cette évolution, elle va s'appliquer à toutes les plateformes qu'on opère pour notre compte ou pour le compte de nos clients, mais également à tous les clients de Starting Block, voire à tous ceux qui utilisent le code source de Starting Block. Donc ça permet de baisser très fortement les coûts, puisque finalement, le service que nous opérons ne contient pas de licence logicielle, il contient simplement une maintenance logicielle, correction de bugs et éventuellement développement complémentaire, et puis un coût d'infrastructure, puisqu'il faut évidemment que ces éléments-là s'exécutent dans des infrastructures informatiques. Donc, premier point, ce n'est pas si cher que ça. Et deuxième point, comment le financer? Alors là, il y a plusieurs modèles. Il y a le financement dans le cadre d'un projet, où il y a un budget pour la plateforme en question. Exemple, le projet BHGM. Il y a un financement propre. Notre exemple, c'est la coopérative qui paye les opérations et le développement de la plateforme, de sa plateforme communautaire. Il y a un financement propre, mais qui est assuré par chaque Business Information Center pour ce qui concerne les plateformes bleues. Là. Et alors, et c'est là où ça devient très intéressant, pour la plateforme communautaire SFIH, aujourd'hui, on a un financement de 100 000 € de l'ESA pour démarrer. Et donc, effectivement, on a besoin de ce financement pour démarrer, mais on a pris l'engagement qu'au-delà d'un an, si ce service est pertinent pour les parties prenantes, on aura trouvé un modèle économique et même peut-être des modèles économiques permettant à ce service de continuer. J'en profite. Je vais te faire un petit mail. Est-ce que tu pourrais essayer de me créer un profil sur le projet Trace? Parce que Jean, il n'était pas arrivé. J'ai demandé au support. Et le support, parce que je ne pouvais pas faire la requête. Tu sais, je t'avais parlé un petit peu. Comme Stanislas. ça ne fonctionne pas. Non, c'est du direct. Christophe, on ne pouvait vraiment pas faire un F. Ouais, ok, super. Si vous voulez. C'est bon. Tu vois. Ok. Emmanuel. Voilà, mais je pense que j'en ai fini sur le modèle économique. Simplement, donc, pour cette plateforme SFIH, il nous faut trouver un ou plusieurs modèles économiques. Et ça fait d'ailleurs partie des travaux qui, moi, je trouve passionnants. C'est de travailler ensemble à trouver ce ou ces modèles économiques. Et on les trouvera d'une manière collaborative. Et j'en profite, puisqu'on a parlé beaucoup de coopératives jusqu'à présent, j'en profite pour mentionner un travail que j'ai découvert il y a quelques mois, venu des États-Unis. Certains connaissent sans doute le business model Canvas de Strategizer. Eh bien, il y a un ownership model Canvas qui permet de travailler sur un modèle économique incluant l'ensemble des parties prenantes d'un projet ou d'un service. Et donc, c'est sur ce ownership model Canvas qu'on est en train de travailler pour définir un modèle économique pertinent pour SFIH. Bah, je vous remercie parce qu'effectivement, on glisse là sur le questionnement qu'on voulait aussi amener dans cette séquence du webinaire. C'est en gros quelles sont les modalités et les leviers par lesquels on crée de la valeur
et quels sont les leviers à activer. Donc, je pense effectivement, là, vous élaborez aussi un certain nombre de perspectives. Moi, ce que je propose, Eric et Sylvain, c'est que finalement, vous répondiez tout à la fois aux questions qui vous ont été posées, mais en allant aussi sur cette dimension un peu de prospective, c'est-à-dire de perspective sur la création de valeur. Juste, je voudrais mentionner un point, c'est que j'ai regardé le Data Act, le projet de Data Act donc de la Commission européenne qui a été présenté le 23 février, qui est quand même là pour nous expliquer comment on va créer de la valeur. L'occurrence de l'interopérabilité atteint 74. Enfin, donc, on est vraiment effectivement dans quelque chose qui est au cœur aussi de la stratégie européenne en matière de création de valeur, sauf qu'effectivement, l'enjeu là aussi pour nous, c'est discuter des types d'interopérabilité qui peuvent se mettre en place. Et je pense que, Emmanuel, ce serait intéressant pour nous aussi que vous reveniez à un moment donné aussi sur ces enjeux, enfin, Emmanuel et Sylvain, autour des data space européens et en particulier enfin, voilà, de ce qui se profile aussi sur ces questions de volonté portée par l'Union européenne de créer des espaces de valorisation des données. Donc peut-être, Eric, je vous donne la parole. Ensuite, je propose que Sylvain, tu nous fasses un petit peu une forme d'état de lieu, un petit peu des réflexions que vous portez au côté Starting Box sur la création, sur les enjeux économiques. Et puis après, Manuel, je vous laisse reprendre effectivement sur votre secteur d'activité propre. Merci. Du coup, sur la partie économique, je rejoins Emmanuel, c'est vraiment cette capacité à avoir un détachement entre la base de données et l'application qui va nous permettre d'utiliser les applications à plusieurs et de les développer à plusieurs, de les financer à plusieurs. Et ensuite, cette application est nativement capable d'aller chercher mes données pour les utiliser. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un développement en propre pour tout, parce que très souvent, on va avoir la base de données qui est imbriquée dans l'application. Et donc, je suis captif aussi de mon développeur. Là, aujourd'hui, on sépare les deux. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser un Wix composant développé par Starting Blocks avec des données stockées sur les standards solides. Demain, je peux demander à un autre acteur de marché de me développer une autre application qui va aller chercher les mêmes données. Et je n'aurai pas besoin même de les faire travailler entre eux puisque chacun, via le standard, pourra aller chercher mes données et les utiliser. L'autre gros avantage, nous, c'est vraiment l'exemple que je vous montrais avec Amorce. Ce projet, nous, on n'avait pas la capacité de le financer tout seul. Amorce n'avait pas la capacité de le financer seul. Pourtant, le web component qu'on va créer, il est financé par Énergie et Partagé et Amorce de la même façon. Et dans les deux cas, là, au final, c'est sur des subventions publiques et des financements de fondation. Et donc, cet argent qui vient en grande partie du public, il est utilisé une fois pour développer une application qui peut resservir à d'autres. Ce qui, très souvent, n'est pas le cas. Dans mon domaine, on a vu énormément de plateformes de la rénovation énergétique se créer sur quasiment toutes les EPCI de France, des fois à 3 ou 4 EPCI qui se sont regroupés et qui ont eu l'intelligence de le faire. Donc, je pense qu'on a dépensé des millions à créer des plateformes où on a mis en relation des professionnels de la rénovation énergétique et des particuliers. Et on l'a fait X fois, autant de fois que de PCI. Je ne sais pas combien on en a en France, mais le nombre est grand, alors qu'on aurait très bien pu avoir des logiques de mise en commun de ces standards-là. Donc, le modèle économique, pour moi, il passe vraiment par là. C'est aussi réduire drastiquement les coûts de développement des applications. Et ensuite, c'est je suis propriétaire de mes données, je peux les partager avec qui je veux et je ne suis pas complètement dépendant de la plateforme. Donc, ça, c'est vraiment ce qui renverse le modèle économique. Si on va sur un peu de prospective pour avoir un cas un peu, on va dire, tangible d'utilisation de données industrielles, je vais juste relancer le partage d'écran. On a un truc qui est très, très commun dans l'énergie, c'est qu'on va on va monitorer nos sites de production. Donc, que ce soit un site de production d'électricité via photovoltaïque, éolien ou autre, on va avoir besoin de données qu'on va agglomérer avec nos données de production pour à la fois étudier le passé et comprendre comment la centrale a fonctionné et détecter d'éventuelles pannes, donc sur de la maintenance prédictive. Et on va aussi avoir des prévisions potentiellement de production pour la suite, grâce aux données météo passées et la corrélation entre ma production, les données de météo passées et les prévisions météo qui vont arriver.
Donc aujourd'hui, sur ce marché-là, globalement, on a des fournisseurs de services de monitoring qui nous vendent à la fois le système de collecte de données, donc le matériel physique de collecte de données, qui va se connecter à notre centrale. Et ensuite, eux, ils achètent de la donnée météo. Ils comparent tous les sites de production qu'ils peuvent avoir. Donc, plus ils ont de clients, plus ils ont des données qui vont être fiables et de la prévision qui va être intéressante. Donc, forcément, ça pousse à avoir quelques acteurs de marché qui vont sortir du lot et qui vont devenir omniprésents sur ce marché-là. Et donc, moi, ensuite, en tant qu'exploitant d'énergie, je vais mettre à disposition mes données de cette plateforme, comme d'autres l'ont fait. Et en échange du service et du paiement du service, je vais pouvoir récupérer des informations, des analyses de mes centrales pour améliorer la maintenance préventive et curative. Donc ça, c'est un peu le modèle de données aujourd'hui. Celui qui détient les données aujourd'hui, alors moi, j'ai quelques données, mais sur peut-être une dizaine, une quarantaine de sites qui m'appartiennent. Mais le fournisseur de services, lui, va pouvoir avoir accès à un grand nombre de données, peut-être 40 ou 50 000 sites. Une fois qu'il a tous ces sites, forcément, il commence à avoir une capacité, ne serait-ce qu'à discriminer entre eux les bons panneaux et les mauvais panneaux. Si avec la production, il peut corréler avec ça la marque des panneaux sur les installations, il commence à être le plus sachant sur la qualité des panneaux. Et donc, il pourrait fournir des services à des banques, par exemple, sur la bancabilité de tel ou tel fabricant de panneaux. Donc voilà. Mais là, c'est bien lui et lui seul qui possède cette capacité-là. Si on va sur la logique de data space qui a été montrée par Emmanuel et que moi aussi je découvre petit à petit, donc j'ai essayé de représenter à peu près les mêmes visuels que ce que Emmanuel pouvait nous montrer. On va avoir plusieurs acteurs dans notre chaîne, pardon. Donc, on va avoir des acheteurs d'énergie renouvelable, on va avoir les acteurs de réseau qui sont des sociétés publiques, on va avoir nos producteurs d'énergie renouvelable, les fournisseurs de monitoring, fournisseurs de données météo, etc., etc. Ces acteurs, ils ont chacun un peu leur bille dans ce marché-là. Et soit, en fait, on laisse toute la valeur au niveau du monitoring, soit tous les acteurs de la chaîne se mettent d'accord pour partager les données à un autre niveau. Et dans ce cas-là, les producteurs ENR peuvent très bien se dire, on peut avoir une alliance de plusieurs producteurs ENR qui vont aussi fournir la donnée à un programme de recherche. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de récupérer mes données qui sont coincées dans le système de monitoring. Donc, je ne peux pas les partager avec qui je veux. Donc, voilà, on va avoir comme ça des renversements de fonctionnement de marché qui peuvent être possibles. Et du coup, potentiellement, avec ce type de système, on va avoir une grande qualité de l'analyse des productions en fonction de la météo. Et même peut-être à l'échelle nationale de production en ENR et une bien meilleure gestion du réseau par la suite. Donc, on peut arriver comme ça à un partage de données qui va amener une valeur qui est hyper intéressante. C'est qu'au lieu de se retrouver coincé à attendre que les ENR produisent avec un système variable, donc nuit-jour pour le photovoltaïque, quand il y a du vent, quand il n'y a pas de vent pour les éoliennes, souvent on parle d'énergie intermittente, au sens où elles se couperaient violemment. En fait, non, on sait exactement quand elles vont produire. Et donc, on peut coupler ensuite des usages industriels avec ça. La production de froid industriel sur des congères, c'est quelque chose qu'on peut activer à peu près à tout moment. C'est très pilotable. La chaleur qui est faite à partir d'électricité, c'est très facilement pilotable également, on sait stocker et gérer cette chaleur. Et sur beaucoup de process industriels, on peut aussi avoir des mises en pause de certains postes de consommation, notamment de chaleur, qui peuvent être hyper intéressants pour lisser des pointes en sachant très bien que dans 3 heures, je vais avoir une pleine production éolienne avec un coup de vent qui arrive de l'ouest. Et je sais que là, j'aurai plein pot d'énergie à consommer. Donc, je pourrais booster ma production de chaleur à ce moment-là. Donc là, on arrive à des systèmes de création de valeur qui sont hyper intéressantes, et notamment de valeur économique, mais surtout, là, dans ce cas-là, de valeur écologique. Merci beaucoup, Eric. C'est effectivement très, très intéressant. Je pense que oui, du coup, la visualisation en data space est aussi très, comment dire, pédagogique, ou en tout cas didactique, pour comprendre effectivement les potentialités qui en découlent. Mais du coup, Sylvain, j'ai envie de te donner finalement la parole, parce que c'est un petit peu, on tourne autour là justement de toutes les potentialités, donc les leviers par lesquels effectivement on peut réfléchir
aux perspectives de création de valeur dans l'industrie. Donc, comment est-ce que toi, depuis Starting Blocks, effectivement, tu réfléchis à tous ces enjeux-là? Alors, par exemple, qu'est-ce que tu mets dans tous ces enjeux-là? Sur la question des aspects, moi j'avais prévu je peux repartager mon écran, j'avais prévu d'ouvrir un peu vous voyez mon écran là? Oui. Ouais, cool. J'avais prévu d'ouvrir un peu sur les perspectives économiques qui sont derrière les questions d'interopérabilité. Et donc, il y a notamment cette histoire de data space dont on a parlé. L'interopérabilité, ça permet de construire des data spaces qui sont ouverts. Sans interopérabilité, il faut avoir un acteur central qui fait le pont entre tous les acteurs d'un secteur pour pouvoir créer un data space. Ça veut dire on a en gros un gros serveur quelque part et tout le monde qui se connecte dessus. Ça nécessite du coup une gouvernance qui est plus complexe. Ça fait que c'est un système qui est forcément plus fermé parce qu'il faut avoir l'autorisation pour rentrer dans ce réseau-là. Et ça limite les capacités d'interaction dans un web interopérable. Les data spaces, en fait, ce sont le web. Le web est un data space. Le web devient un gigantesque data space et tous les acteurs sont immédiatement interconnectés parce qu'ils sont interopérables. Un autre gros enjeu qui est lié à cette histoire d'interopérabilité, c'est la concurrence, tout simplement, parce que dans un monde de plateformes tel qu'il est aujourd'hui, il y a des plateformes qui concentrent complètement l'accès au marché, l'accès des utilisateurs, et les autres acteurs ne peuvent pas interagir avec ces utilisateurs. C'est ce que la Commission européenne appelle les gatekeepers sur les marchés. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en fait, tous les marchés aujourd'hui sont concernés par ça. Dans tous les marchés, on voit soit un gros acteur qui a commencé à s'imposer comme étant l'acteur central autour de lequel tout le monde tourne pour échanger de la donnée, soit il n'y a pas encore cet acteur-là, et du coup, il y a plein d'acteurs qui essayent d'interagir les uns avec les autres et qui manquent de capacité d'interaction, quoi. Et donc, la solution jusqu'à présent, c'était effectivement la plateforme qui centralise tout, mais l'interopérabilité, ça permet justement de sortir de cette logique de monopole et de remettre les acteurs en connexion directe les uns avec les autres. Un autre cas qui a été un peu décrit par à la fois Emmanuel et Eric, c'est la capacité de travailler en écosystème. Quand on rentre dans une logique d'interopérabilité, immédiatement, on se retrouve en lien direct avec d'autres partenaires et donc on peut échanger, on peut du coup construire des offres communes, etc. Il y a une collaboration qui est rendue difficile par la présence de plateformes centralisatrices et qui devient beaucoup plus facile dans une logique d'interopérabilité. Un autre aspect sur lequel il y a des gens qui travaillent pas mal aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chaîne de valeur. Les donneurs d'ordre aujourd'hui sont en lien avec leurs sous-traitants par des outils numériques. Maintenant, c'est quasiment systématique. Les gros donneurs d'ordre, en tout cas. Et ces outils numériques, quand ils sont faits sur mesure pour le donneur d'ordre, ça fait que le nombre d'intervenants dans la chaîne de valeur, le nombre de sous-traitants qui peuvent rentrer en contact avec le donneur d'ordre, il est limité parce qu'il faut s'inscrire sur cette plateforme, il faut rentrer dans le modèle numérique qui est demandé par le donneur d'ordre. Et du coup, ça limite la capacité du donneur d'ordre à diversifier sa chaîne de valeur et à trouver des sous-traitants avec lesquels il peut travailler. Le fait d'ouvrir la chaîne de valeur, ça permet d'avoir une plus grande diversité et une plus grande agilité dans la gestion des sous-traitants. Et ça permet par ailleurs de faciliter les interactions entre les sous-traitants dans la chaîne de valeur, notamment avec des réflexions autour de la sécurisation des données. C'est-à-dire que partager les données entre sous-traitants, c'est une bonne chose, à condition qu'il y ait la confiance nécessaire dans la chaîne de valeur pour que quand je partage mes données avec un autre sous-traitant, je sais qu'il ne va pas faire n'importe quoi avec ces données, quoi. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont en cours, qui sont étudiés par les différents marchés. Et donc, il y a une réflexion autour de tous ces enjeux économiques qui sont en fait la conséquence directe de la mise en interopérabilité des données. Alors, il y a une remarque. Il y a une remarque qui est, je pense qu'il mérite d'être, comment dire,
discuter de Thierry sur le chat. Effectivement, il y en a deux types d'interopérabilité, hein, celle qui a les plateformes qui restent monopolistiques et celle qui est sous une interopérabilité décentralisée. Donc, je pense que ça mérite d'être précisé. Si je peux avoir la parole. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour, Thierry Lenbach. Donc, vous voulez vous présenter? Oui, je m'occupe de la structure Alliance du bâtiment pour le BIM universel. On fait la promotion d'un format ouvert pour le BIM qui permet de rendre les objets BIM à l'intérieur des maquettes du BIM totalement interopérables. Donc, c'est une sorte de lutte contre les formats propriétaires qui veulent imposer des formats en les contrôlant pour permettre à tous les acteurs de pouvoir travailler sur les maquettes dans le cadre de la construction. Ce qui permet aussi, et ça rejoint la question de l'énergie, d'avoir ensuite des fichiers comprenant l'ensemble des bâtiments avec leur description et les données qui permettent aux exploitants d'utiliser les données sources pour vérifier ensuite, faire du contrôle et ressortir à la sortie des bonnes pratiques par rapport aux résultats d'exploitation. Donc l'idée, c'est d'avoir un format, et le format existe, hein, il a été développé depuis une dizaine d'années, mais il rencontre des très très grosses résistances, soit des grands groupes qui voient dans la difficulté du BIM et l'interopérabilité bridée des avantages concurrentiels, parce qu'ils ont les moyens de se les payer, soit des éditeurs qui veulent contrôler la donnée. Donc il y a une lutte et le débat se pose là. Soit c'est les plateformes qui font l'interopérabilité de formats complexes et propriétaires et qui du coup s'approprient la valeur de l'ensemble d'une profession, soit on a des formats ouverts qui sont partagés par les acteurs, qui les rendent libres et accessibles, ce qui permet un déploiement beaucoup plus massif du numérique et des emplois des systèmes et un partage de la valeur et des métiers et des bonnes pratiques pour pouvoir diffuser les bonnes pratiques en matière soit d'énergie, soit de retraitement des déchets, soit d'efficacité en matière d'exploitation. Ouais, merci beaucoup Thierry. Très intéressant. Ouais. Alors, je vous laisse Sylvain, Eric et Emmanuel réagir. Et puis Emmanuel, effectivement, développer un petit peu justement sur votre perception de ces enjeux proprement économiques, plutôt dans une dimension un peu prospective. Oui. Je partage votre analyse, Thierry, mais il n'y a pas deux interopérabilités, parce que la première que vous évoquez, celle via la plateforme, il n'y a rien d'interopérable. C'est venez sur ma plateforme, je vais m'occuper de tout. Donc, pour moi, il n'y en a qu'une seule d'interopérabilité. C'est vraiment quand on est capable, à plusieurs, de se partager, d'échanger de la donnée et ou des services, en s'appuyant sur des standards et des spécifications ouvertes, telles que celles que vous évoquez dans le cadre du... Alors, simplement, il y a des plateformes qui prétendent faire de l'interopérabilité, en tout cas dans le domaine de la construction et du BIM, parce qu'elles font les traductions de formats des uns ou des autres pour pouvoir permettre de faire des synthèses. Et oui. Donc, c'est une forme d'interopérabilité construite sur la base de formats complexes, oui. Qui n'est pas une vraie interopérabilité, on est d'accord, mais c'est souvent présenté comme tel, ce qui est abusif, bien entendu. Oui, d'accord. Alors, deux réponses. Une réponse de mon expérience. Je suis consultant indépendant dans le secteur de l'information géographique et j'ai été très impliqué dans un organisme qui s'appelle l'Open Geospatial Consortium, qui vise justement à développer, tester et promouvoir des spécifications ouvertes de façon à partager son information géographique. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que j'ai rencontré le BIM et que je m'y suis intéressé. Donc, il y a besoin, pour que l'interopérabilité se développe, d'entités, d'organisations, d'associations qui portent les spécifications. Sylvain évoquait le W3C pour le web, avec Solid pour
l'interopérabilité sémantique. J'évoquais l'OGC pour l'information géographique. Le BIM a aussi une organisation qui traite de ces sujets-là. Donc, il y a besoin, voilà, qu'une communauté se crée en étant convaincu que oui, les standards ouverts, les spécifications ouvertes sont nécessaires de façon à créer une valeur ajoutée supérieure. Mais il y a des freins. Évidemment, ceux qui sont déjà en place vont freiner au maximum. Sauf que, à force de freiner, ils vont être dépassés par d'autres qui vont s'imposer. Et ça, je l'ai vu dans le cadre de l'information géographique. Hein, pour ne parler que de Google, quand Google a racheté une technologie qui s'appelait Keyhole pour en faire Google Earth, ils ont imposé de facto leur utilisation du KML, qui après a été intégré dans les spécifications OGC. Et donc, même pour les parties prenantes qui ont l'impression de cadenasser le marché, en fait, c'est sans doute une fausse bonne idée de vouloir le cadenasser et de vouloir le laisser comme tel. Donc ça, c'est ma réflexion personnelle. Après, il y a une réflexion politique. Il y a aussi besoin, et on rejoint la première question du juridique, il y a besoin de gouvernance et de décision politique. Et là, pour le coup, on a deux textes qui sont très, très intéressants au niveau européen. Il y a le Data Governance Act qui est sorti fin 2020, et il y a le Data Act qui est en cours. Là, Odile il faisait allusion avec une communication de la Commission européenne le 23 février. Et là, pour moi, c'est un Big Bang. Et je pense que peu de monde se rend compte de ce Big Bang. Mais pourquoi est-ce un Big Bang? Parce qu'en fait, ça va complètement renverser ce qui se passe. Aujourd'hui, on préempte vos données, Google, Amazon, Facebook et compagnie. Ils offrent des services intéressants. En échange, ils font ce qu'ils veulent de vos données. Bon. Demain, ça ne sera plus possible. Pourquoi? Parce que le Data Governance Act et le Data Act vont établir le fait que j'ai des données qui m'appartiennent, je décide de les mettre où je veux, dans mon téléphone, dans mon ordinateur, chez un cloud provider américain, chez un cloud provider européen. En tout cas, c'est moi qui décide. Je décide de les partager avec qui je veux. Nous sommes 15 là, autour de la table virtuelle. Eh ben, je vais décider de le partager avec 3 d'entre vous et pas les autres. Et avec les 3 d'entre vous, je vais pouvoir dire je suis d'accord pour tel usage, mais pas pour tel autre. Et à tout moment, on peut revenir sur le consentement donné. Et là, ça va vraiment, mais complètement chambouler le principe existant aujourd'hui. Et ça va, c'est le souhait de la Commission, ouvrir des espaces technologiques, économiques et de création de valeur, tels que l'évoquait Sylvain, très, très importants. Et ça s'accompagne de la création de data space. Donc, je vais partager mon écran. On a parlé de data space à plusieurs moments. Je vais en donner quelques caractéristiques et puis je vais vous donner des exemples. Est-ce que vous voyez les planches? Oui, c'est parfait, Emmanuel. Bon, je suis désolé, les caractéristiques sont en anglais.
Je les ai extraits de la communication de la commission du 23 février. Et donc, un data space, c'est quoi? C'est un écosystème, c'est-à-dire un ensemble d'entités, personnes physiques ou personnes morales, qui décident de se regrouper de façon à partager leurs données. Et donc ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite une infrastructure informatique, de façon à pouvoir mettre ces données, les présenter et les partager. Ça nécessite une gouvernance, et je pense d'ailleurs que la gouvernance est le point clé et de loin la plus grande difficulté dans la mise en place, ce n'est pas la technique le problème. Et enfin, ça nécessite une charte, au-delà de la gouvernance en termes de mécanismes, et la charte viendra du Data Governance Act et du Data Act. Et la charte reprend ce que je disais, à savoir, je suis propriétaire de ma donnée, et donc c'est moi qui décide où est-ce que je vais la mettre, avec qui je vais la partager et pour quel usage. Et pour quel usage? Ça peut être des usages gratuits ou des usages payants. Hein. Le fait qu'on mette en place un data space ne présume en rien du modèle économique associé. On peut tout à fait combiner des données gratuites et des données payantes. Je vais en donner un exemple. Et enfin, un data space doit être ouvert. Et c'est par ce principe de data space qui finalement combine des données, des services, une gouvernance et des outils informatiques, qu'on peut créer de la valeur ajoutée. Et j'en profite pour répondre à une question qui était posée sur la souveraineté. Est-on vraiment souverain? C'est à nous de le décider. Hein. Moi, je répondrais oui. Alors, ça demande des efforts. On le voit en ce moment tragiquement. Mais on peut tout à fait décider que nos données, on les met à tel endroit plutôt qu'à tel autre pour des raisons de souveraineté. Que nos données, on les partage avec telle entité pour tel usage et pas pour tel autre, pour des raisons de souveraineté, d'éthique ou de business. Voilà. Donc oui, je crois que la souveraineté, elle est possible. Alors peut-être que la question sous-jacente de la souveraineté, c'était finalement les infrastructures technologiques sont tellement dominées soit par des acteurs américains, soit par des acteurs chinois, qu'on est plus souverain. On peut être souverain sur nos données et sur les services qu'on crée à partir de ces données-là, quand bien même on s'appuierait sur un sous-jacent technologique, une infrastructure, du cloud computing, qui ne soit pas forcément européen. Et là, c'est tout le débat actuel autour de sujets comme Gaia-X, qui vise effectivement à donner une souveraineté européenne à des données qui sont créées en Europe et qui sont partagées entre acteurs européens ou non, mais en tout cas pour créer une valeur ajoutée au niveau européen. Voilà. Alors, je vais donner un exemple très concret après avoir donné ces caractéristiques de data space. Odile évoquait la communication du 23 février. Très intéressante. Bon, il y a 45 pages. Hein. Voilà, faut prendre un petit peu de temps. Mais dans ces 45 pages, ça détaille la vision de ce que la Commission appelle des Common European Data Spaces. Donc aujourd'hui, il y en a 10 qui ont été définis. Ça varie selon les années. Bon, voilà. Vous l'avez là, dans le haut de la planche, la santé, l'industrie, l'agriculture, la culture, la mobilité, le Green Deal. On peut mettre beaucoup de choses dans le Green Deal. La sécurité, l'administration publique, les médias et la finance. Alors, vous me direz, il n'y a pas l'énergie. En fait, l'énergie, elle y était dans la version d'avant. Je pense que maintenant, elle est dans le Green Deal. Donc, voilà. Il y a ces 10 thématiques. On peut l'étendre à d'autres, évidemment. Et donc là, ça permet à des acteurs d'un secteur donné de se rassembler et de façon à partager les données pour créer une valeur ajoutée, comme l'a très bien montré Eric dans le cadre de l'énergie. Alors, j'en viens au spatial.
il se trouve que le spatial, je l'évoquais tout à l'heure, impacte notre vie quotidienne. Et donc, finalement, le spatial, il est transverse à tous ces domaines. Il peut servir nombre de ces domaines. Des informations dérivées de satellites de navigation, comme le positionnement, de satellites d'observation de la Terre, voire des satellites de communication, peuvent servir bon nombre de ces data spaces. Et donc, il y a un enjeu extraordinaire pour les acteurs du spatial, c'est de s'assurer que les investissements colossaux dans les stations spatiales, hein, le programme d'observation de la Terre européen qui s'appelle Copernicus, c'est plus de 8 milliards d'euros. Le programme de positionnement européen qui s'appelle Galileo, c'est encore beaucoup plus. Donc, ces investissements-là, comment pouvons-nous les valoriser de façon à ce que, non pas quelques initiés utilisent les données, les services issus de ces investissements, mais le plus grand nombre. Et c'est justement en s'assurant de la mise à disposition de ces données qui viennent de moyens spatiaux via les data spaces. Et donc ça nécessite deux types d'interopérabilité. Une interopérabilité que je dirais technologique en termes de domaine, c'est que les acteurs spatiaux se mettent d'accord de façon à offrir de façon coordonnée et le plus possible unifiée des mêmes interfaces à des utilisateurs extérieurs à leur domaine. Et la deuxième interopérabilité, et c'est celle qui est là, dans la partie orange, c'est qu'il faut aussi envisager une interopérabilité entre différentes data spaces. Parce qu'une information qui vient d'un moyen spatial peut être utilisée en agriculture comme dans le Green Deal, dans deux cas d'utilisation, mais la même information. Voilà. Et donc, il faut aussi qu'on soit capable de parler à plusieurs data spaces. Donc là, il y a des très, très gros enjeux d'interopérabilité à ce niveau-là. Et j'évoquais Gaia-X. Il se trouve que cette initiative qui est partie des États membres, hein, ça a démarré en Allemagne, la France a très vite suivi, puis après bon nombre de pays européens, travaille sur ces sujets-là afin qu'il y ait des spécifications ouvertes qui puissent permettre justement de s'assurer que les données publiques ou privées, voire des données personnelles, puissent être utilisées selon une gouvernance décrite dans le Data Governance Act et dans le Data Act, mais selon aussi des schémas techniques qui puissent être partagés entre les différents métiers, entre les différents domaines. Et donc là, il y a entre autres une activité autour de ce qui s'appelle le Gaia-X Federation Services pour permettre justement cette architecture technique de fonctionner. C'est pas simple, mais c'est clé pour la réussite de ce projet. Je terminerai par les deux petits focus, la Personal Data Spaces et High Value Datasets. Personal Data Spaces, c'est les données personnelles de chacun. Et là aussi, il y a un lien avec l'espace. Hein. Quand vous partagez votre position, enfin, la position de votre téléphone, de votre smartphone, c'est une donnée personnelle. Et donc, vous devez être en mesure aussi de dire, oui, je suis d'accord de partager ma donnée avec telle personne et telle entité pour tel service. Et enfin, les données publiques, dans le cadre de la directive PSI, comportent bon nombre de données qui viennent de moyens spatiaux. Donc, ces données publiques s'appellent des High Value Datasets, hein, qui elles aussi sont transverses à bon nombre de data spaces. Et quand je disais bon nombre, il y a 6 catégories qui ont été listées de données publiques dans la directive, hein, que tous les États membres doivent d'une part rendre publiques, mais en plus offrir sous forme de services, de façon à ce que le plus grand nombre puisse y accéder. Et dans les 6 catégories, vous voyez, les 4 en rouge sont clairement liés à des moyens spatiaux. Eric évoquait tout à l'heure les données météo. Les données météo font partie de ces systèmes
de données publiques. Je m'arrête là. Écoutez, je tiens à vous féliciter pour l'originalité et la pertinence du propos. Hein. C'est tout à fait remarquable. Merci beaucoup, Eric. Alors, moi, j'ai une question sur Gaia X. Enfin, je crois que c'est en novembre où il y a Scaleway, enfin, Iliad qui s'est retiré de Gaia X, en particulier pour, qui était un membre fondateur, hein, en raison de la présence trop importante de, tout simplement des Américains. Donc, comment est-ce que vous percevez justement cette forme un petit peu quand même d'ambiguïté dans la composition des acteurs, donc des 180, je crois qu'ils sont 180, c'est ça maintenant, acteurs qui sont au sein de Gaia X? C'est toute la difficulté de créer un écosystème. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque nous avons créé une coopérative européenne et ça ne peut marcher que si l'état d'esprit est partagé. C'est-à-dire que quand on crée une coopérative, ça ne marche que si les coopérateurs partagent la vision et ont envie de travailler ensemble. Et ben, c'est exactement pareil. Alors, puissance 25 000 avec Gaia X, qui est une initiative partie des États membres. Donc, chaque État membre a ses propres intérêts, d'une part, mais vu le sujet, le travail doit forcément être au niveau européen, sinon ça tirera dans tous les sens et finalement ça n'aboutira à rien. Et donc, quand le travail est au niveau européen, eh bien, on rencontre des difficultés parce que chacun a aussi, alors que ce soit des industriels, des universitaires, des chercheurs, des startups, des grands groupes, voilà, il y a une diversité qui est forte et chacun a son propre agenda. Donc oui, ça bouge, ça tire, ça fluctue dans Gaia X. Moi, je suis Gaia X depuis maintenant presque 2 ans. J'ai vu l'évolution de son chantier. Certains partent, d'autres arrivent. Bon, il y a évidemment un côté politique dans tout ça, mais la vraie question, c'est est-ce que ceux qui participent à ces travaux ont envie de travailler avec d'autres et ont envie de faire avancer ces travaux-là. Et c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure à la question de Thierry. Oui, il y a des gros acteurs, et bien peut-être qu'eux, ils sont dans Gaia X pour freiner au maximum. Et peut-être qu'ils sont plus importants que des petits acteurs qui ont envie d'avancer plus vite. Et ça, justement, c'est à la gouvernance de Gaia X d'essayer de trouver des solutions. Ils ont réalisé il y a quelques semaines un webinaire où justement ils recadraient et ils développaient une nouvelle gouvernance sur un certain nombre de sujets. Après, pour répondre très concrètement, entre les géants non européens et les plus ou moins grands européens, Gaia X est ouvert à tous. Alors, modulo le fait qu'il faut quand même verser une cotisation annuelle qui commence à 5 000 €. Bon, du coup, c'est pas tant tout ce que ça. Mais voilà, j'en profite pour faire une petite griffe, puisque je leur ai expliqué que nous, en tant que société qui démarrons, on peut se permettre 5 000 €, mais pas auprès de toutes les associations et organismes qui nous intéressent. Et donc 5 000 € pour des sociétés qui démarrent, c'est beaucoup. Bien. Donc c'est ouvert à tous, modulo la cotisation annuelle. Seuls peuvent se présenter au board de l'association les sociétés, parce que Gaia X n'est ouvert qu'à des sociétés, elle n'est pas ouvert à des personnes physiques, qui ont leur siège social mondial en Europe. Voilà. Donc la réponse apportée par l'association internationale sans but lucratif, la ISBL, qui est à Bruxelles, à ces critiques, c'est de dire
Amazon, Huawei, Google, Microsoft et autres sont les bienvenus. De toute façon, ce sont des acteurs de cette économie-là. Mais non, ils ne sont pas au board et donc ils ne peuvent pas participer aux décisions stratégiques. Honnêtement, Microsoft et compagnie, ils n'ont pas besoin de Gaia-X pour faire le lobbying qui va bien au bon niveau. Hein. Donc s'ils sont là, c'est pour regarder, pour ralentir, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y en a aussi qui sont là pour vraiment faire avancer. Voilà. Je précise que du coup, Scaleway effectivement a lancé avec d'autres acteurs une autre initiative qui s'appelle Euclidia et qui est une alliance du coup réservée à des membres européens, qui est beaucoup plus petite que Gaia-X, bien sûr, et mais qui est pas du tout politique, qui est vraiment une réunion de PME européennes autour des métiers du cloud. Et voilà. Et du coup, il y a une deuxième organisation qui s'est créée dans ce cadre-là. Mais je pense, oui, merci Sylvain. Je pense qu'il y a une incompréhension qui est d'ailleurs liée à la communication autour de Gaia-X. Si Scaleway pensait que Gaia-X allait être le cloud souverain européen, ben, je comprends qu'il se retire parce que c'est pas du tout ça. Alors ça l'a peut-être été pour certains, mais Gaia-X, c'est la couche du dessus. On n'est pas sur l'infrastructure, on est sur le partage via des services de données. Voilà. Et l'infrastructure sous-jacente, oui, il y en a besoin d'une, mais cette infrastructure, elle peut être européenne, américaine, chinoise, comme le dit le Data Act et le Data Governance Act, au propriétaire de la donnée de choisir. Merci. Thierry, est-ce que vous vouliez réagir? J'ai vu que vous aviez mis votre micro. Non? Vous avez mis votre micro à un moment donné. Oui, non, c'était pour pulser sur le fait que les gros savent faire du lobby très fortement dans ces structures-là, pour freiner, pour prendre des infos, éventuellement pour prendre le fil du temps et pour pouvoir construire des offres stratégiques concurrentes. Donc, on connaît bien ça dans le métier de la construction et du BIM. Okay, merci. Je pense qu'on avance un peu dans le temps. Peut-être qu'on pourrait vous demander à tous les trois, enfin, un peu un propos conclusif et d'intervenants, en particulier sur la question de la gouvernance, donc finalement de cette interopérabilité. Quelle est finalement la forme la plus adéquate pour opérer un data space, par exemple, Emmanuel? Et je pense que vous portez tous une réflexion très, très puissante sur ces enjeux-là des prérequis et des modalités de gouvernance, effectivement, que vous préconisez et que vous portez. Alors là, une petite note personnelle. Le premier Summit Gaia-X a eu lieu en novembre 2020. Et à la fin de la première journée, il y a eu une présentation de travaux par un chercheur du Fraunhofer qui s'appelle Boris Otto et par deux personnes de Bosch sur ce qu'ils appellent la operating company d'un data space. Et donc, ils ont regardé 3 modèles. Ils ont regardé le modèle privé, ils ont regardé le modèle public, et les deux n'étaient pas parfaits pour différentes raisons. Le modèle privé, il faut qu'il y ait un business, et je crois qu'on a compris, aujourd'hui ça démarre, mais personne ne sait pas si ça va décoller après-demain ou si ça va prendre 5 ans. Hein, les projections sont belles, hein, mais il faut quand même le faire. Donc, il faut un soutien public, en tout cas au départ. J'en profite pour dire que la Commission européenne investit massivement, mais on parle de nombreux milliards d'euros sur l'économie de la donnée. Et plusieurs appels d'offres sont sortis dans le cadre de l'appel d'offres digital.
le modèle public ne marchait pas parce que le modèle public, il faut connaître les coûts à l'avance et on ne les connaît pas, les coûts à l'avance. Voilà. Et donc, et j'ai évidemment exulté, le troisième modèle qu'il préconise, c'est un modèle coopératif. Et moi, je pense que la meilleure entité légale pour opérer un data space, parce qu'il faut une entité légale, hein, tout ça ne se fait pas avec la bonne volonté de chacun. Oui, la bonne volonté est un prérequis. Oui, la vision partagée est obligatoire, mais il faut quand même une entité légale pour mettre tout ça en place. Ben, la bonne entité légale pour un data space, encore une fois, ça n'implique que moi, c'est une société coopérative européenne. D'où le nom de la SCE. Un acronyme extrêmement bien trouvé. Eric, est-ce que vous voulez prendre la parole pour propos conclusifs? Je vais rejoindre pas mal les propos d'Emmanuel. En fait, quand on parle de données, aujourd'hui, on parle de modèle économique et d'absorption de la donnée par certains. C'est un enjeu qui n'est absolument pas approprié par le grand public. Je pense qu'il y a eu quelques petites crises médiatiques qui ont fait comprendre, fait prendre conscience aux gens qu'ils avaient des données et que certains les exploitaient. Mais ça ne va pas plus loin dans la prise de conscience. Moi, j'ai vraiment exactement le même parallèle avec l'énergie. Dans mon quotidien, on fait de la pédagogie là-dessus. L'énergie, ce n'est pas un sujet, c'est un bouton avec un virement automatique sur votre compte en banque. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas du tout un sujet. La donnée, c'est exactement pareil. C'est encore un sujet qui est totalement abstrait pour les gens. Et du coup, remettre la gouvernance, reverser en fait la gouvernance de la donnée, c'est hyper intéressant, notamment en termes de prise de conscience de ce qu'est la donnée, de la capacité de transformation de la société qu'on peut avoir avec une bonne gestion de la donnée. Donc pour moi, les technologies qui arrivent aujourd'hui vont permettre de remettre la donnée au centre et d'imposer la réflexion sur la gouvernance de la donnée. Donc, il y a le cadre légal qui change, il y a la technologie qui arrive, et donc je pense qu'on est vraiment à un moment charnière où chacun va être obligé de se reposer la question de à qui je partage mes données, comment et pourquoi. Merci beaucoup, Eric. Si ça peut me permettre une remarque, le grand public, mais aussi malheureusement, énormément de décideurs publics n'ont pas la conscience de l'importance de la donnée. Ah, je vois que Vincent a levé la main. Vincent, vous voulez prendre la parole? Non, oui. Sylvain, je pense qu'effectivement, on est engagé dans ce cycle, le web après les plateformes aussi, pour justement avoir une forme en quelque sorte d'évangélisation, de fonction d'évangélisation sur ces enjeux-là. Donc, j'aimerais effectivement peut-être te donner la parole sur voilà, la perception que tu as effectivement de la capacité qu'on a justement à faire monter ces sujets-là dans les prises de conscience des enjeux qui vont autour. Et effectivement, le fait que la gouvernance peut-être est un des moyens d'y arriver pour permettre à rendre la question plus matérielle. C'est vrai qu'on se rend compte que on a quand même c'est quand même impressionnant à la période actuelle. On n'a jamais eu un agenda législatif aussi important avec la commission von der Leyen sur les questions du digital. Et en fait, on sent que c'est extrêmement compliqué de s'approprier de ces questions-là aussi au niveau de tout simplement, en tant que citoyen, quoi. Oui, clairement, moi, ce que je trouve vachement intéressant du coup, dans les échanges qu'on a eus là, c'est qu'on voit bien qu'on parle d'un sujet qui à la base est technique, dans le sens où il est question de la structure technique de nos systèmes d'information, mais en fait, derrière ça, il y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux de stratégie, et ce que je pense, c'est qu'on sous-estime beaucoup l'impact de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en matière de décentralisation de la donnée. Effectivement, il y a des questions de modèle économique, il y a des questions de gouvernance, et du coup, il y a vraiment, je crois, une transformation des marchés et probablement des entreprises qui sont dedans, qui est à attendre de toute cette transformation de la donnée, quoi, autour de la donnée. Et voilà, c'est ça, moi, que je vois, c'est ça que je trouve assez passionnant, et c'est ça qu'on essaie de construire. C'est ce que disait Emmanuel, en fait, construire les modèles économiques, c'est au moins aussi passionnant que de construire les systèmes eux-mêmes, quoi. Je vois qu'il y a Alberti Vincent qui a levé la main.
Oui, mais Vous entendez? Vincent, je vous ai… Vous l'avez appelé Oui, tout à l'heure, oui, tu l'as appelé tout à l'heure? oui, oui, tout à l'heure, tout à Vous fait. m'entendez? Non. Ah, Emmanuel aussi. Oui, j'ai retrouvé mes notes et ça peut peut-être répondre à une question sur la valeur ajoutée, le modèle économique. Un ami m'a cité en juillet dernier l'exemple de Walmart. Donc Walmart, c'est le plus gros commerçant au monde. Hein. C'est le Carrefour américain. Pendant de nombreuses années, Walmart a essayé de vendre sa donnée, de vendre les données collectées via les cartes de fidélité. Bon, ils ont généré $1 milliard. D'accord? Ils se sont dit, ça va pas. Enfin, il y a un truc là. Ils ont complètement changé de modèle. Ils se sont dit, on va ouvrir nos données. C'est exactement ce qu'évoquait Sylvain dans une de ses planches, dans la deuxième partie de sa présentation. Au lieu de garder nos données et essayer de les vendre aux chausse-pieds, on va ouvrir nos données, on va créer un écosystème et on va inciter les entités de cet écosystème à utiliser nos données. Et évidemment, s'ils créent de la valeur ajoutée, on partage la valeur ajoutée créée. Bon. Et bien, en 5 ans, ils sont passés de $1 milliard à $18 milliards. Voilà. Je trouve que cet exemple, il est extraordinaire. Et on parle du premier acteur mondial qui a su se réinventer et qui a compris qu'en ouvrant ces données, en les partageant avec d'autres, et évidemment en partageant la valeur ajoutée créée, hein, et ben ils ont fait x18 en 5 ans. Oui, très bien. Bon, je pense que c'est un bon bout de conclusion. Du coup, Christophe, je te redonne la parole pour clôturer ce webinaire. Ah, bon, moi je vais dire que par rapport à une telle avalanche de talent et de passion. Alors, merci beaucoup, Odile. Tu as très, très bien animé les débats. Et je remercie également Sylvain Lebon, Emmanuel Mondon et Éric Bureau. Alors, en fait, quid du suivi? Est-ce qu'on va essayer, c'est un exercice très difficile, de refaire une espèce de synthèse, je ne sais pas, un compte-rendu. Enfin, moi, je suis à votre disposition et Jacques Bongrand, qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'être présent d'un bout à l'autre de ces 2 heures, 6 à 8. Là, en plus, vous respectez parfaitement le train, il est 19h53. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais de toute façon, l'événement est enregistré. Comme me disait Jean d'Ambreville, le délégué général au téléphone tout à l'heure, quand on a fait toute notre répétition technique, il me disait, oui, bien sûr, à moins qu'il y ait des oppositions, on pourra mettre ça sur la chaîne YouTube de USF. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques? On peut toujours le mettre après. Je pense que ce qui serait très intéressant, mais en même temps, c'est un gros travail. Donc, je ne veux pas dire, ce serait effectivement d'essayer d'en faire une synthèse. Parce que, enfin, moi, je fais partie, je ne pense pas être le seul, des gens qui cherchent à économiser leur temps. Et je pense que si de ce qui était dit, on pouvait retirer une demi-page, une page, enfin un article en disant « voici les idées essentielles », ce serait intéressant. Mais c'est un gros travail. Donc, appel aux bonnes volontés, j'allais dire. Enfin, je serais prêt à revoir. Odile, est-ce que vous en sentez? Tu t'en sens? Alors non, heureusement, je ne suis pas toute seule, mais en fait, ce qui est prévu dans le cadre du cycle Le Web après les plateformes, mais on a déjà 2 événements en retard, c'est qu'en fait, on fasse des synthèses de tous les événements. Donc, c'est prévu. D'accord. Le fait que ce soit enregistré va être très utile. Voilà. Ah oui. Bon, écoutez, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Et puis, dans ces temps difficiles, on a besoin d'imagination créative. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sylvain, Éric, Emmanuel. Merci à tous les participants. Et aux Journées nationales de l'ingénieur. Merci beaucoup.